It's not a game, it's a rich thing. Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers cette émission, le rendez-vous. Nous avons l'opportunité d'échanger avec les invités sur le sujet important d'actualité. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux Monsieur Raphaël Bolikango Ngbangolo, qui est secrétaire général du Parti de l'Unité nationale Puna, parti cher à Élisée Bokoumwana, qui est vice-ministre du budget. Monsieur Bolikango est également secrétaire permanent des FPAU, Force politique et sociale alliée à l'IDPS. Bonsoir, Monsieur Bolikango. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il fallait que je sois là. En forme? Oui, on est en forme, comme voilà. Va le pays aussi, mais on fait tout pour que nous tenons de l'avance. Voilà, en votre casquette d'environnementaliste et géographe, comment est-ce que vous avez réalisé les drames qui s'est produit à Matadi-Kibala causant mort d'homme? C'est avec amertume, parce que vous savez que la vie humaine est sacrée. Lorsque les vies humaines s'éclaboussent comme ça, d'une manière sporadique, c'est pas tolérable. Parce que cette histoire-là des lotissements au niveau en bas des lignes de haute tension, c'est pas seulement à Matadi-Kibala. Mais selon la loi, c'est interdit. Ce sont des terrains non édifiants. Ce sont des terrains non édifiants parce que c'est à risque. Alors, je pense qu'au niveau de la SNEL, il y a eu quand même un cahier des charges où l'État devait quand même s'en charger d'éviter d'exposer les gens à les lotir en dessous des câbles de haute tension. On n'en trouve pas seulement Matadi-Kibala. C'est comme si la vie n'est plus sacrée à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Les gens meurent au quotidien et on ne cherche pas à remédier à certaines réalités qui occasionnent des morts. Ah voilà pour cette fois-ci. Il faudra qu'avec ce régime, notre régime conduit par Félix Antoine Tshisekedi, il faudra qu'on cherche des solutions. Il faudra taper sur la table pour que les bourgmestres, les chefs de services des cadastres d'urbanisme, l'hôtel de ville, s'appesantissent sur cet aspect-là. La ville de Kinshasa est très large. Il y a des périmètres agglomérés, excentrés. Les gens peuvent aller là-bas. On lotit, on fait la tramviaire et puis on place les gens, on installe du courant, de l'eau. Mais s'il faut mettre des gens vaille que vaille, vous voyez comme le cas de Matadi-Kibala, le cas de marché de Matadi-Kibala. Le gouverneur en son temps avait déjà dit qu'il devait construire un marché aux alentours, au-dedans de Matadi-Kibala. Mais c'est une lettre morte jusque-là. Il y a eu même pose de la première pierre marquant cette construction, mais sans succès. Ah voilà, cette histoire de pose de première pierre, il faut qu'on en tienne compte. Le gouvernement de Lewarios doit être déterminé. Et il paraîtrait que le terrain ou le site en question appartenait à quelqu'un, raison pour laquelle le projet s'est arrêté à mi-chemin. Ah oui, je vois qu'au niveau des Matadi-Kibala, comme c'était des terres des chefs coutumiers, ils lotissaient ça à volo comme ça. Mais le fait que les gens habitent sous les câbles de haute tension, c'était un risque. Ça, c'est une catastrophe industrielle parce que c'est les câbles de haute tension qui est coupé. Donc, il faudra prévoir ça. Je pense qu'il ne faut pas seulement que l'État, c'est comme aussi c'était le drame de Mateba, de Tipka, il faudra que la prévention, il faut la prévention dans la gestion des catastrophes. N'est-ce pas que pour cette tragédie dont on parle de Matadi-Kibala, les responsabilités sont partagées entre l'État et la population? Si oui, en quoi ces responsabilités sont partagées?
Bon, quant à moi, en tant que géographe, la population n'y est pour rien. Parce que si l'État est gendarme, s'il y a l'État gendarme, l'État-providence, la population ne peut pas de soi-même s'accaparer et construire ou bien vendre dans des tels milieux. Mais vendre à même les sols, c'est réputé, c'est propre aux Quinois. Oh, maman, mais les services d'hygiène et de santé publique doivent faire leur travail. Ils sont responsabilisés. À chaque fois qu'on... Les services d'environnement. À chaque fois qu'on payent, ces femmes-là payent des taxes. C'est ma pauvre maman-là. Ils payent des taxes. Donc, du moment qu'ils payent les taxes, il y a l'aval de l'État. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est l'État qui est responsable. Et il ne faut pas aussi qu'on jette toujours l'opprobre sur l'État. Mais ce sont les gouvernants, les hommes. Mais lorsqu'on vous chasse, on vous chasse aujourd'hui, vous revenez sur le lieu dangereux. En quoi l'État est responsable de tout ça au moment où vous êtes prévenu? Mais alors, maman, l'ordre public doit être bien géré, doit être appliqué. Donc, la police et les forces de l'ordre sont consignées à appliquer pour qu'il y ait l'ordre public. Donc, c'est une légèreté au niveau de la police nationale. Dans le temps, on voyait Maman Lili qui était en train de déplacer les mamans. Mais il faut pousser jusqu'au bout. Mais non seulement il faut pousser jusqu'au bout, il faut délocaliser. Parce qu'il faut chercher des remèdes. Il faut délocaliser. Chasser ces mamans-là, mais il faut les délocaliser parce que ces mamans-là... C'est le souhait ardent du gouvernement maintenant. Ils ont, dans l'allocution du Premier ministre hier, après le drame, il a dit que le chef de l'État est en train de faire de son mieux pour que cette délocalisation puisse intervenir le plus tôt serait le mieux. Il y a eu même une réunion avec les ministres sectoriels pour essayer d'harmoniser là-dessus avec les autorités de la police, afin que la délocalisation puisse intervenir sous peu. Oui, ça c'est une solution après le drame. Le vin tiré, il faut le boire. L'État n'a que faire que de prendre ses responsabilités. Mais on doit avoir la politique de prévention des risques et catastrophes. Donc, c'est bon. On ne pouvait pas faire autre chose. Le gouvernement des Warriors, conduit par le Premier ministre Sam Alukonde, ne pouvait que venir. Vous voyez, même le chef de l'État s'est déplacé. Enfin, c'est 26 morts, c'est déjà beaucoup. Mais la responsabilité, pratiquement, ce n'est pas le gouvernement central. C'est le gouvernement provincial. Parce que ce marché de Matariba, c'est un gouvernement qui dépend du gouverneur de la ville. Donc, il faudra que le gouverneur essaie un peu de ratisser. Mais le drame de Matariba là, ne remet pas en cause la vétusté de matériel de la SNEL. Et vous ne voyez pas que par rapport à cette réalité, cette entreprise devait être restructurée? Bon, je ne sais pas la dureté des câbles de haute tension. C'est le câble de Zongo. S'il faut dire Zongo, ça fait quoi? Je pense que Zongo, c'est depuis avant 65, même, je pense avant 60. C'est parce que c'était le premier barrage. Alors, je ne sais pas, mais toutefois, s'il n'y avait pas du commerce ou des habitants en dessous des câbles, il ne devrait pas avoir un drame. Les câbles allaient seulement tomber. Et il n'allait pas avoir de drame. La SNEL allait venir avec ses services dépanner, essayer de rétablir. Vraiment, c'est malheureux. Paix aux âmes de ces différentes mamans, 24. Vraiment, c'est triste parce que nous vivons au quotidien. C'est le social du peuple. Les mamans qui sortent pour venir vendre les aubergines, tout qu'on sort en petites commerçantes. Mais voilà, elle trouve la mort. C'est avec ça qu'elle paye peut-être les études des enfants. D'une manière générale, merci pour cette précision. Vous êtes environnementaliste. De quel œil voyez-vous l'environnement congolais ou quinois en particulier? Est-ce que cet environnement offre la vie, la santé, ou c'est le contraire, considérant l'insalubrité qui gagne du terrain dans presque tout le coin, pour ne parler que de la capitale Kinshasa?
Maman Adèle, il faut dire que Kinshasa, en son temps, c'était pour 100 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes dans les 15-20 millions, presque, je ne sais pas, 15-20 millions. Mais lorsqu'il y a croissance de la population, il faudra aussi tenir compte de l'habitat, mais du niveau de vie de la population. Je pense que là, il y a une certaine inadéquation, mais c'est un travail de longue haleine, hein, parce qu'il faut aussi d'abord moraliser aussi la population à la gestion des déchets ménagers. Hein. Ça aussi, c'est un problème. Hein. On n'a pas la culture de gestion. On retrouve tout déchets. Ça dans les caniveaux, surtout les emballages non biodégradables. Voilà, c'est ça le problème ici. Donc, il faudra qu'on ramasse, qu'on renouvelle, qu'on transforme. Mais qu'est-ce qui fait que l'hôtel de ville n'arrive pas aussi à remédier au problème de curage des caniveaux? Les caniveaux partout dans l'ensemble de la ville sont pleins des emballages non biodégradables. Ça constitue quand même un danger pour l'écoulement facile d'eau dans les caniveaux. Les caniveaux sont presque inexistants, ils sont envahis par des emballages non biodégradables. Des bouteilles en plastique, par exemple. À ce sujet-là, s'il faut donner un petit conseil, des voies de sortie, bon, il faudra que l'hôtel de ville travaille avec les ONG, mais réellement des vrais ONG. Parce que nous voyons ici, les ONG, la plupart des ONG sont cantonnées au niveau de Gombe. Je vois que Gombe, Limité, Kalamu. Mais dans les autres communes, c'est laissé à la portée, à la portée de quiconque. Donc la population est exposée aux différentes maladies hydriques, à différentes pathologies. Donc c'est un peu difficile. Il faudra que l'hôtel de ville travaille avec les ONG. Ça va encore diminuer aussi un peu de chômage. Je vois Raskin, tout voilà. Ça là. Mais il faudra qu'il travaille avec les ONG. Ça va créer des travails. Je pense qu'il pourra avoir une solution à ce moment-là. Il y a beaucoup de... Merci beaucoup. Nous allons évoluer. Parlons politique maintenant. Le 3 février 2022, nous le savons, la CENI a essayé un peu de tenter comment élaborer sa feuille de route et a publié les calendriers des élections pour le gouverneur et vice-gouverneur dans le cadre d'apurer les arriérés. Mais toute la communauté semble attendre les élections en RDC, bien sûr, en 2023, alors que la CENI est encore au stade de l'élaboration de sa feuille de route. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura un peu de débordement? Il y a possibilité qu'on aille au-delà de 2023 à l'allure où semblent avancer les choses au niveau de cette institution d'appui à la démocratie? Bien, Mme Adèle, oui, nous avons suivi la feuille de route que le président, l'actuel président de la CENI, M. Kadima, venait de dévoiler en ce jour. Bon, ce qui concerne les gouverneurs aussi, ça aussi c'est un point une pomme de discorde aussi. Il faudra qu'on en fasse vite parce que les provinces ne sont pas bien gérées. Hein. La plus grande crainte de commun des mortels que les calendriers électoraux puissent aller au-delà de 2023. Oui, là, à ce point-là, je dis que c'est presque impossible, c'est très difficile pour que les élections se fassent en 2023. Parce que si nous prenons la feuille de route originale, la feuille de route originale, c'était 2019 à 2023. Vous voyez, ça fait au moins 2019, 20, 21, 22, 23. C'était un échéancier par rapport à 5 ans. Mais avec l'histoire de Malonda, au lieu de 2019, maintenant, il y a la CENI, l'actuel président, qui a été investi maintenant en 2021. Vous voyez déjà, 19, 20, 21, c'est comme 3 années de perdu. Maintenant, en 2 ans, nous devons récupérer pour que les élections se fassent en 2023 avec notre République ici, qui est comme un continent, les 26 provinces, et il faut tenir compte aussi des saisons de pluie, surtout comment le déploiement des machines, la conservation des machines au niveau des provinces et l'accès dans les recoins pour qu'il y ait beaucoup
des lecteurs enrôlés. Ça pose problème. Ça pose problème. Et puis le problème aussi des finances. C'est ça. Nous vivons maintenant, nous sommes soumis aux caprices du Covid-19 qui interfère dans beaucoup de choses avec ces gestes barrières, avec un ralentissement de l'activité économique. Il faut tenir compte aussi de l'état de siège où des deux provinces, Ituri et Nord Kivu, sont butées. Est-ce qu'il faudra-t-il aller aux élections sans un peu rabattre la Covid, sans terminer avec les désordres des miliciens? C'est ça, parce que pour avoir une bonne feuille de route, il faut remédier aux contraintes financières et aux contraintes liées à la sécurité des élections. Ça, c'est un impact négatif quand nous n'avons pas ces éléments d'appui-là. Donc, vraiment, c'est un problème difficile. Même s'il y a le concours de la communauté internationale. Bon, je ne sais pas, avec la nouvelle technologie, on peut avoir un armada de matériel électoral et des avions. Là, vraiment, il faut vraiment déployer à l'américaine. Hein. Bon, si c'est à l'américaine, je pense que ça peut se passer en 2023. Réfléchissons ensemble. Il y a moyen, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que l'élection de 2023 soit consensuelle, acceptée de tous, bien sûr? Maman, c'était déjà établi par rapport au mandat de 5 ans pour les chefs d'État, les députés, les sénateurs. Mais maintenant, nous avons perdu pour des incohérences politiciennes. Nous avons perdu 3 ans avec cette histoire de mariage, FCC, cash, tout ça, là, vous voyez, tout ça, ces démêlés-là. Nous avons perdu 3 ans. Et je pense que même le président Félix, il faut qu'on se le dise. Le vrai mandat, pour moi, le vrai mandat du président Félix Antoine Tshisekedi, ça a commencé à partir du gouvernement de Samalou Condé. Parce qu'avant, il n'y avait pas cohérence, il n'y avait pas cohésion gouvernementale. Il y avait toujours des chauves-souris. Mais je pense maintenant, bon, je ne dis pas que toutes les chauves-souris sont parties, mais peut-être il y a des cancrés là qu'on peut écraser et qu'on avance. Voilà. Et si on proposait les dialogues au cas où il y a non-respect de l'échéance de 2023? Ça, c'est devenu une monnaie récurrente ici en RDC. Oui. Un homme prudent voit les mal de loin. On sent déjà qu'il n'y aura pas respect par rapport à la date de la tenue des élections. Bon, tout dépendra d'abord de la volonté du président de la République et de son gouvernement. Et ce sera difficile pour que les élections se passent en 2023, à moins que ce soit à l'américaine. La loi électorale, ça traîne encore les pieds à la Chambre basse du Parlement. Il faut attendre jusqu'au mois de mars. Et l'enrôlement, tout ça, je ne sais pas, peut-être... L'Assemblée nationale donne l'impression de ne pas faciliter aussi la tâche à la CENI. Vous partagez ce point de vue? Bon, le point de vue, j'adhère à votre point de vue par rapport à ce que c'est au niveau de l'Assemblée nationale que le retard a été encaissé. Voilà. Par la chute d'abord le refus d'investir Malonda et la chute du bureau Mabunda. Donc c'est pas fait à dessein, hein? Ah, mais moi c'est pour des intérêts politiciens. Voilà, et on devait raffermir, comme les chrétiens disent, on devait raffermir le pouvoir. On ne peut pas aller vaille que vaille, ou riura. Voilà, donc je pense que c'est très difficile pour que les élections se passent. Même la communauté internationale, les élections qui sont passées en 2006, en 2011, il y a eu quand même un petit glissement. C'est les élections celles de 2018, malgré c'était presque à 80% financé par le gouvernement de Joseph Kabila, mais ça a eu quand même un glissement, mais quand même il y a eu un bénéfice, il y a eu quand même le passage pacifique. Parlons-en parce que nous parlons de la Chambre basse du Parlement. À l'Assemblée nationale, plusieurs mouvements de contestation sont observés. D'abord, il y a eu les caucus
des 24 députés nationaux qui voulaient la tête du président Mbosso, ensuite les députés nationaux dits et révolutionnaires qui ont décidé de quitter ensemble de Moïse Katumbi Chapwe pour soutenir le chef de l'État. Et ces événements ne mettent pas en cause le rôle ou les charges parlementaires, vous trouvez? Bien, maman, nous sommes en démocratie. L'Assemblée nationale, les députés nationaux, c'est une représentation nationale. Ils ont un mandat impératif. Ils ont leur liberté d'expression, malgré qu'il y a seulement l'article 110 qui leur conditionne s'ils peuvent quitter leur parti politique délibérément, ils perdent leur mandat. Alors, vous voyez, aucun député ne va écrire que je quitte mon parti politique. Mais c'est une dynamique qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous devez savoir que nous sommes aussi encore une jeune démocratie où on apprend comment le multipartisme effectif doit être en vigueur. Mais si nous consultons un peu, recourons un peu à l'histoire, vous allez voir même dans les démocraties occidentales, en France, il y a eu ces mouvements. En France, il y a eu des mouvements de Prud'homme, des Churchill. Donc il y a toujours des tumultes au niveau des députés. Votre parti politique... Vous voyez même d'autres députés se battent, c'est pas seulement ici. Voilà. Votre parti politique PUNA, qui est membre de l'Union sacrée, votre formation politique, a aussi renouvelé sa loyauté au chef de l'État après le dossier Jean-Marc Abound. Bon, Madame Adèle, le dossier du premier vice-président national, premier vice-président de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'a pas encore été déchu au niveau de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale, ça c'était un dossier interne à l'UDPS. Ils ont leur statut, leur règlement d'intérieur, leur organe, ça leur appartient. C'est comme nous, le parti PUNA, nous avons nos statuts, nous avons notre règlement intérieur, c'est ça notre Bible. Alors, c'est une cuisine interne. Mais lorsque il y a la fumée qui sort de la cheminée, du voisin, donc vous devez quand même jeter un coup d'œil parce qu'il peut y avoir des gens qui se brûlent là-bas, des cas, des désastres. C'est pas une mini-révolution? C'est un peu difficile, on ne sait pas ce qui est caché autour de ça. Nous réservons, nous, le PUNA, nous sommes les alliés naturels de l'UDPS depuis la création de l'UDPS. Et ça ternit la réalité, Jean-Marc Abound, ça ternit l'image de l'UDPS. Vous, alliés à l'UDPS, comment vous avez appréhendé cette affaire de Jean-Marc Abound jusqu'à sa radiation? Bon, on a été quand même écœurés de la manière que ça s'est passé, mais que voulez-vous, c'est la majorité des dirigeants de l'UDPS, c'est à eux de prendre le devant. Bon, c'est avec beaucoup de réserves, parce que c'est la cuisine interne. Chaque parti politique est autonome, même au niveau de notre plateforme, chaque parti politique a sa propre politique. Voilà, M. Bolikango, dans les réseaux sociaux, on les voit, Jean-Marc Abound semble promettre de ventrer les bois, il ne va pas se laisser faire, il ne donne pas l'impression de périr comme ça, il n'a pas l'air de lâcher prise non plus, il veut se justifier aussi, c'est un grand politique, acteur politique qui ne peut pas périr comme ça. Madame Adèle, est-ce que cette phrase-là, ces mots-là sont sortis de la bouche de Jean-Marc Abound? Je ne pense pas. Ce sont des tierces personnes qui sont en train de chercher à jeter encore de l'huile au feu. Mais en bon sage, et c'est pas mieux qu'on arrive à ce niveau-là. Je ne pense pas que le député national Jean-Marc Abound a un différend très éclaté avec l'autorité morale de l'UDPS, le président de la République, Félix. Et si cette information est vraie, il a quand même raison, parce qu'il ne peut pas quand même engober des fausses accusations contre lui.
il est censé se justifier, parler et nous éclairer par rapport à certaines réalités. Vous ne trouvez pas? Bien, mais il y a encore, laissons encore une chance. Hein. Il faut qu'il donne une chance. Il y a l'ultime voie de sortie, c'est être en dialogue direct avec l'autorité morale de l'UDPS, le chef de l'État. Moi, je pense à eux deux. Ils savent, eux deux, ce sont les gens qui ont acquis la force de l'UDPS dès à partir de Sphinx Étienne Tshisekedi du Amulumba. Jean-Marc Abound était déjà secrétaire général et nommé par Étienne Tshisekedi. Bon, je pense qu'il faudra qu'il jette un peu de l'eau dans leur vie. Voilà. 2023, vous soutiendrez naturellement la candidature de Félix Tshisekedi? Madame, nous le Puna, je vous dis que nous sommes d'abord alliés naturels de l'UDPS. Je veux que vous avancez quelques raisons fondant votre choix. Nous avons été le premier parti politique en 2018, lors de notre congrès tenu en août 2018, nous étions le premier parti à déclarer ouvertement que le Puna, le Parti d'unité nationale, parti cher à l'excellence autorité morale Élisée Bokoumouane Maposo, qui est vice-ministre du budget, que notre candidat président de la République, c'est le candidat de l'UDPS. Nous allons soutenir le candidat de l'UDPS. Et vous devez savoir que les relations entre Puna et UDPS, ça date de leur fondateur, de leur auteur. Vous vous souviendrez que Papa Étienne Tshisekedi, Wamulumba, et Papa Jean Bolikangwa Golokaka ont travaillé ensemble au niveau du bureau politique du MPR, au niveau du gouvernement. Je vois encore, on était encore au bas âge, lorsqu'on partait dans les conclaves, à bord des MS Camagnola. Donc ils se sont tissés, et même au niveau de l'Assemblée nationale, je vous révélerai qu'en 1970, normalement, les députés avaient jeté leur dévolu sur Papa Bolikango pour être président de l'Assemblée nationale. M. Bolikango, secrétaire général... Premier secrétaire parlementaire. M. Bolikango, secrétaire général du Parti de l'Unité nationale Puna et secrétaire permanent de FPAI, Force politique et sociale alliée à l'IDPS. Vous êtes d'avis que le bilan du régime est largement positif? Non, largement positif, c'est trop dire. Je vous ai dit que le régime, le mandat de Félix Antoine Tshisekedi a été buté par la cohésion FCC cash. Vous voyez même qu'il y avait certains ministres qui n'obtempéraient pas aux décisions du chef de l'État. Mais à partir du renversement des valeurs, voilà, maintenant avec ce contour, avec l'union sacrée, le président Félix maintenant tient la manne du pouvoir. Malheureusement, nous avons perdu 3 années. Il y a maintenant 2021, 2022, 2023. Mais quelles sont les actions visibles que vous avez eu à saluer, s'il faut faire une petite évaluation? Quant à moi, Madame Adèle, je ne prends pas ce qui s'est passé avant le gouvernement Sama Lukonde. On parle de ce régime. De ce régime, mais on a perdu par rapport à cette histoire de FCC cash. Mais avec le gouvernement Sama Lukonde, il y a beaucoup de réalisations. Entre autres, vous allez voir qu'il y a au niveau des infrastructures. Vous voyez maintenant à Kinshasa, malgré que le problème de panier de la ménagère n'est pas encore résolu, mais les routes secondaires, je pense d'ici là, on va réduire un peu les embouteillages. Vous voyez au niveau des communes de Ngiringiri, à différentes communes, et il y a maintenant asphaltage de plusieurs routes secondaires. C'est vraiment quelque chose. On se posait la question, il y a belle lurette, beaucoup d'années d'antan. Mais comment on n'asphalte pas l'avenue Makanza? Comment on n'asphalte pas l'avenue Yasosa? Vous voyez, maintenant c'est une réalité. Surtout la commune de Ngiringiri, je pense qu'ils sont les plus heureux. C'est vraiment une commune urbanisée. D'abord, c'était bien loti et vraiment urbanisé, ça a repris vraiment sa valeur. Bon, à part ça, au niveau des infrastructures d'aviation, vous voyez maintenant que comme Airways, il y a des commandes d'avions,
qui sont il y a, au niveau des transports routiers, vous voyez, il y a les Transco, il y a des bus qui arrivent, vous voyez même les étudiants maintenant, il y a les étudiants maintenant qui ont maintenant leur bus aussi. Le bus des étudiants, ça reprend encore. Donc c'est déjà quelque chose. Non loin, lundi passé ici, le président Félix Tshisekedi est allé poser la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana. Et je vous dirais que ça c'était un projet que les Belges avaient initié depuis 1929. Et nous partions là, moi c'est la troisième fois. Mais si on récoltait, on récupérait toutes les pierres déjà posées par les chefs de l'État, on va, je ne sais pas si on va bâtir un château en Espagne. Ah non, maman Adèle, le chef de l'État n'a pas posé les premières pierres partout. Mais vous au niveau de la ville de Kinshasa, certaines premières pierres ont été posées par le gouverneur de la ville. Il ne faut pas tout jeter sur le président de la République. Je pense que ce que le président de la République pose, ça va être réalisé. Vous allez voir que, vous voyez même qu'il y a eu le dégel politique. On a dit qu'il faisait autant de voyages, mais c'est avec ces voyages que les Arabes, les Émirats arabes unis, sont venus. Ce sont des gens qui sont des pétrodollars. Maintenant, avec la construction du port en eau profonde de Banana, il y aura du travail. Je vous dis, j'ai fait au moins les 10 dernières années ici, le Congo central, Matadi, appauvrissement, Boma, appauvrissement. Je veux un peu que puisse marceler là-dessus sur ce pot. En quoi ça sera nécessaire pour la population de ce coin et pourquoi pas le reste? D'abord au niveau de l'emploi, il y aura du travail presque pour tous les courageux, les maçons, les ajusteurs, les tout-travaux, vous voyez. Juste de ce coin? Non, non, non! Les gens vont venir de partout, même de Kinshasa, parce qu'il y a des travaux directs et des travaux indirects. Espérons qu'ils seront bien rémunérés. Hein? Bon, oui, espérons qu'il y aura quand même une marge. Il n'y aura pas de détournement de leur rémunération, c'est ça? Ah, là, je pense qu'à ce point-là, l'IGF tentait de battre son... C'est fréquent à Kinshasa, hein, le détournement, voire même de rémunération des ouvriers, ainsi de suite. Mais là, c'est un contrat de partenariat. C'est un contrat de partenariat. Je pense que les Arabes, là, et le gouvernement vont tenir l'œil. Qu'est-ce qui peut garantir que ce frais ne seront pas détournés quand on voit chez les Gelou 100 jours, ainsi de suite ce qui était prévu était là, c'est un peu sécurisé, parce que quand on parlait de Chile Gelou ou bien de 100 jours, c'était un programme 100% financé par l'État congolais. Mais le programme de port en eau profonde, c'est une collaboration sur les 1,4 milliard c'est inscrit, oui. C'est inscrit dans le cadre du programme des 145 territoires? Non. Non, ça c'est un programme à part. C'est un projet à part, un projet grandiose, parce que avec ce port de Banana, notre 37 km d'estuaire sera remis en valeur, et il y aura aussi, je pense, la construction nous saluons le highway de Banana à Matadi. Tout ça, ça va donner du travail aux gens, parce que lorsque il y a les grands travaux qui se font au port, et il y a le travail, et aussi même les gens de la ville, la maman qui vend du pain va vendre plus de pain, le coiffeur va avoir plus de clients, il y aura une circulation, une fluidité d'activités diverses. Voilà, c'est bien, il y aura une fluidité d'activités par rapport à ces ports, mais le problème est que nous avons besoin de tout ça, la population a besoin de tout ça, mais par rapport aux infrastructures et par rapport à l'insécurité qui continue à gagner du terrain à l'est de la République démocratique du Congo et la gratuité de l'enseignement de base qui était jusqu'à maintenant, le Congolais crève de faim ou meurt de faim. La justice continue de favoriser les efforts au détriment de faibles. Vous pensez que la population peut continuer à donner confiance au chef de l'État, ou la population va porter son choix sur la personne du chef de l'État au moment où ces problèmes n'ont pas trouvé gain de cause? Maman Adèle, il faut savoir que le président Félix Antoine Tshisekedi a hérité
d'un gouvernement ou bien d'une situation qui était dramatique. Il y a eu beaucoup de problèmes et nous étions au fond du gouffre et nous essayons quand même de remonter. Et ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se passer. Mais je pense d'ici à la fin de son mandat, la population va quand même sentir qu'il y a quand même un regain de confiance, un regain de stabilité. Mais je ne dis pas que nous allons manger trois fois par jour. Mais on va quand même être satisfait parce que le socle du mandat du président Fachi, c'est l'état de droit. Alors, lorsqu'il y a l'état de droit qui est appliqué par une bonne gouvernance, je pense, là, c'est l'éthique qu'on vise pour que le Congolais comprenne par nos hymnes nationaux qui disent « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, fièrement, debout Congolais ». Donc, nous devons avoir le civisme, le civisme citoyen. Vraiment, il y a un ministère là, l'éducation à la citoyenneté, jeunesse et citoyenneté. Je pense qu'ils doivent vulgariser aussi. Voilà. Pas seulement à Kinshasa. Merci pour cet éclairage. Le FPAI, qui regroupe le parti allié, l'UDPS, a organisé une campagne de vulgarisation des actions du chef de l'État. La campagne s'est étalée pendant plus d'un mois, ainsi de suite. Si je ne me trompe pas, ça s'est clôturé le 4 février 2022. Il y avait des thématiques sociales, finances, reconstruction. Oui, il y a 5 thématiques. 5 thématiques, ainsi de suite. Vous avez apprécié comment cette campagne s'est déroulée? Vous avez pensé que le message a été bien appréhendé ou compris par les concernés, la population, bien sûr? Madame Adèle, je vous dirais d'abord que nous, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, nous avons fait savoir, nous avons initié cette action-là. C'est nous qui avons initié cette action pour essayer de booster le gouvernement, pour évaluer ces actions. C'est nous, les FPAU. Maintenant, il y a tout le monde qui parle de recevabilité, tout consort, tout le monde veut s'en accaparer. Mais c'est notre initiative. C'est les forces politiques, parce que notre objectif, c'est d'accompagner les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et de le vulgariser. Nous avons vu qu'il y a eu quand même... les gens se sont tus, critiquer c'était bon, mais il faut quand même démontrer ce qui a été quand même un peu réalisé. Vous avez parlé des 5 thématiques, la gratuité de l'enseignement, il y a la diplomatie et les finances qui donnent maintenant quelque chose, il y a les infrastructures et la reconstruction, et il y a eu la sécurité et la consolidation de la démocratie, il y a eu le social, mais nous avons déclenché, c'est nous les forces politiques alliées à l'UDPS, sous la conduite. Mais un mois, vous ne trouvez pas que c'est peu pour une sensibilisation tous azimuts? Bon, ça c'est un mouvement, donc quand nous parlons de timing, le timing déterminé là, c'est pour donner de l'ampleur, mais c'est permanent. Nous serons en permanence pour essayer d'appuyer et d'éclairer la population sur les petits pas ou les grands pas que le président Fachi est en train de faire. Voilà, 5 thématiques, c'est bon. Qu'est-ce que vous envisagez encore, sachant que vous avez apuré la première partie? Bon, il y a les cahiers des charges. Nous allons tenir compte des cahiers des charges, des projections du gouvernement des Warios, où nous avons aussi, nous le Puna, nous avons notre autorité morale, Élisée Bokoumouana, qui fait partie de ce gouvernement-là, et il va quand même apporter l'idéologie du Puna laissée par Feu Papa Bolikango au niveau du gouvernement. Voilà, nous n'avons pas laissé, nous ne devons pas laisser la poire à deux, à couper la poire à deux. Et comment se gère l'après, le patriarche Kitenge Yezu, dans votre regroupement, les FPAI? Je rends d'abord hommage. Force politique alliée à l'UDPS. Je rends d'abord hommage au feu patriarche Kitenge Yezu. C'est vraiment une perte pour nous parce que c'était vraiment notre interface au niveau de la présidence de la République.
mais nous sommes une institution, une plateforme politique. Les gens, les hommes passent, les institutions restent, les FPI demeurent. Et je vous dis à ce moment... C'est Laurent Batoumou maintenant. Oui, au niveau des FPI, nous avons maintenant beaucoup d'adhésions. Nous avons presque au-delà de 150 partis politiques, 65 associations de la société civile et beaucoup de personnalités politiques. Nous engrangeons vraiment un grand nombre de gens en ce moment-là, en ce moment-ci. Mais l'après-patriarche, nous avons notre nomenclature. Il y a le coordonnateur général, Laurent Batoumou, qui est là. Vous n'avez pas perdu sa vision, c'est de suite. La vision du patriarche. Oui. Non, on était déjà ancrés. Nous étions déjà ancrés de sa vision. C'était une vision collective, mais tout se penchait sur accompagner l'action du président Fathi. C'est ça notre objectif à tous. Nous continuons, nous pérennisons les actions, les activités des FPAU en vue de conserver le pouvoir au niveau de UDPS et de nous, ses alliés naturels. Voilà, Bolikango, M. Bolikango, il a plusieurs facettes, l'homme a multiples casquettes. En tant qu'aménageur, vous avez quelle vision pour la ville-province de Kinshasa, par exemple, qui voit chaque jour des immeubles pousser? Bien, nous sommes une ville, une mégalopole. Hein. Kinshasa est une mégalopole. Les constructions, c'est une modernisation, hein, parce qu'on a eu toujours des maisons, en rez-de-chaussée, quoi. Mais maintenant, il y a des maisons d'étage, mais seulement, il faut qu'on pense aux égouts. Il faut qu'on pense aux égouts et aux fosses septiques. Ça, c'est un problème. Bon, il faut qu'on tienne compte de ça. Comment il faut évacuer ça. C'est ça un peu ce qui me fait un peu mal, parce que lorsqu'on circule au niveau de la ville, on sent quand même qu'il y a des odeurs nauséabondes. Ça, nous revenons toujours au service d'environnement et au service d'hygiène. Donc ce sont pour protéger l'environnement, pour protéger la qualité de vie humaine. Je pense que ça appartient au ministère de l'Environnement et au ministère de la Santé et Hygiène publique de s'apaisantir. Évidemment, il ne faut pas qu'on laisse l'urbanisme et l'habitat de côté, parce que c'est eux toujours qui sont en train de permettre à ce que, par exemple, dans un milieu, dans un terrain non édifiant, on doit avoir seulement peut-être une maison à un niveau. Bon, on laisse les maisons aller jusqu'à 5 niveaux. On a eu des cas ici au niveau de GB ici, où même là, à bon marché, où il y a des immeubles qui se sont écroulés. Donc il faut que les architectes tiennent compte des conditions d'urbanisation. Voilà, cette question allait m'échapper. Comme tout Congolais, vous avez quel avis sur le RAM, ces taxes qui dérangent pas mal les Congolais? Le RAM, ça nous inquiète nous tous, hein, parce que même les communs de mortels, mais je pense que le RAM, ce n'est pas vraiment mauvais, mais je pense que le RAM doit être d'une façon annuelle. Hein. Si on dit par exemple 1000 francs congolais par an, et il y a combien, comment on les appelle, combien de clients, hein, combien les abonnés des télés cellulaires là, parce que couper tout le monde au même moment, ça ne va pas. Même la pauvre maman qui est là en Guidinga, hein, elle achète ses petites unités, bam, ouais, là ça appauvrit les gens et ça déconnecte aussi, parce que c'est un moyen de communication. Comme on a choisi, on n'a plus les téléphones manuels. Malgré la colère, la désolation de la population face à cette réalité, le gouvernement semble faire la sourde oreille et il n'y a pas de solution pour remédier à ça. Je pense qu'il y aura des solutions parce qu'au niveau de la société civile, il y a aussi des revendications au niveau des tribunaux. Voilà. Je pense qu'on doit trouver une solution parce qu'on ne doit pas appauvrir les gens à partir de cette histoire des rames. Moi, j'ai dit que 1000 francs par abonné
par an. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. C'était un plaisir énorme d'échanger avec vous, Monsieur Bolikango. En 10 secondes, un message chute. Un message particulier. D'abord, je vous remercie de m'avoir reçu. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Je pense que Antenne A va continuer à vivre parce que c'est une des vieilles chaînes de la RDC. Et je demande aux Congolais d'être confiants, d'avoir confiance au chef de l'État et à son gouvernement. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion, c'est demain, mercredi à 12h30, heure de Kinshasa. Yeah.